16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée Femme Rabin, directrice de la rédaction de la revue de pensée juive Ténois, philosophe et écrivaine, chevalière également de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite et de l'Ordre des arts et des lettres. Delphine Orviller vient nous voir pour son livre Comment ça va pas, sorti aux éditions Grasset. Un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05, Tony Costa. L'occasion comme toujours de découvrir nos invités en direct sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Delphine Orviller. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui pour bien sûr découvrir votre actualité avec ce livre, mais aussi dans cette émission, toujours la même règle, tenter de savoir qui vous êtes, entre guillemets, au-delà de ce que vous faites. Et pour ce faire, je vous demanderai 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Oh là là, je suis très très nulle à ce genre d'exercice. Mon Dieu, je me suis pas préparée à ça. 3 mots. 3 mots. Peut-être curieux. Peut-être, je sais pas si c'est un mot, aimant l'humour. Et je ne sais pas, aimant les conversations. Conversation, voilà. Très bien, bien voilà, ces 3 mots me plaisent parfaitement et on va voir si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission. Pour ce faire, le début, toujours le début. Delphine Orviller, hors de question de faire la même émission que la dernière fois où nous nous étions dit beaucoup de choses, mais juste pour que l'on rentre dans le cadre, puisque l'on va transitionner de cette manière. Vous êtes né un 8 novembre à Nancy. Vous avez grandi au sein d'une famille juive traditionnaliste, un père médecin, président de communauté avec une mère enseignante. Et vous avez un frère avec qui vous avez grandi près de Reims, où Chaim Corsia était alors rabbin à l'époque. Aujourd'hui, avec le recul de la vie, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? J'ai eu une enfance très heureuse. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours encouragée et j'ai une immense gratitude à leur égard pour cela, à faire ce que je voulais en fait. J'ai l'impression d'avoir changé plein de fois d'avis, changé de pays, changé de métier, changé d'idée. Et en fait, j'avais la chance d'avoir toujours à mes côtés des parents qui me soutenaient dans peut-être ces virages, ces petits grains de folie qui m'autorisaient. Et puis aussi, j'ai eu une famille où, et j'en parle un peu dans mon livre, avec beaucoup de silence et de traumatisme et d'héritages douloureux de l'histoire avec lesquels il fallait composer. Donc j'ai l'impression que mon enfance est un subtil équilibre entre des douleurs héritées de l'histoire et aussi une vraie joie et des grands bonheurs. C'est ça, une enfance que vous racontez et dont vous nous aviez parlé la dernière fois, encadrée aussi par des grands-parents dont certains étaient, si je puis me permettre à mon sens, la vie, l'espoir, la confiance peut-être, et d'autres survivants des camps de concentration que vous avez un temps comparé à des morts-vivants jamais revenus de l'horreur. Vous avez dit « J'ai le sentiment, dès ma plus tendre enfance, d'avoir été préparée à une forme de méfiance qui était liée à l'histoire de ma famille. Et alors qu'Israël a baissé les armes le temps d'une journée, la bête immonde est revenue. » Delphine Orviller. Oui, enfin, disons que le 7 octobre, je ne sais pas si Israël a baissé les armes le temps d'une journée. Peut-être qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas voulu voir et savoir avant le 7 octobre. Que vous aviez un peu prédit. Oui, en tout cas, qui pour moi rôdait dans l'air un certain... Peut-être en Israël, ça faisait des années que j'en parlais avec mes interlocuteurs là-bas, une difficulté à faire face à la vulnérabilité. Dans le discours israélien, il y avait parfois des résonances de certitude qui étaient parfois presque une forme d'arrogance politique, certitude qui pourrait rien nous arriver, que là on était fort et qu'on était sorti de la vulnérabilité diasporique, celle qui avait été la condition juive du dénuement et de la vulnérabilité à travers l'histoire. Et moi qui ai vécu longtemps en Israël, c'est toujours quelque chose qui m'a troublée parce que je viens d'une famille où il y a une conscience très particulière de la vulnérabilité. Des 2 côtés d'ailleurs de ma famille, dont je parle dans le livre, je viens d'une famille où cohabitent 2 histoires difficilement conciliables en fait. Ma famille paternelle est une histoire, vous l'avez dit, d'espoir, mais une histoire de confiance, une histoire de juifs installés en France, amoureux de la République et sereins. Relativement serein, en tout cas sauvé par des non-juifs et dans la gratitude et la confiance à l'égard du monde des justes qui les a sauvés. La famille de ma mère a vécu une histoire très différente qui donc lui a enseigné des leçons très différentes, l'histoire de la défiance,
l'histoire de l'assassinat des leurs et l'idée que de pas trop accorder sa confiance à celui qui demain pourrait ne pas vous sauver, se taire lâchement ou même se lever contre vous. Et je me rends bien compte que ces deux histoires différentes ont en commun quand même une conscience de vulnérabilité. Du deux côtés de ma famille, on savait que être juif, ça voulait dire, même quand on est installé, savoir qu'on l'est pas complètement, ou qu'il y a toujours quelqu'un qui pourra un jour vous dire tu n'es pas vraiment chez toi et ta situation est précaire. Et je l'ai toujours su. J'ai tout fait pour faire gagner la première voix dans ma famille, la voix de la confiance. Le 7 octobre ont explosé dans ma tête les voix de ma famille maternelle. Tout à coup, le sentiment que non, c'était pas fini, que ça revenait, que ça reviendrait toujours et qu'on pouvait pas accorder notre confiance. En fait, c'était une douleur intense que je suis pas la seule à avoir sentie, que beaucoup d'entre nous ont entendu dans leur tête. Est-ce que ce qui s'est passé le 7 octobre, Delphine Orwiller, cela a bouleversé, bousculé, peut-être une forme d'optimisme ? Oui, peut-être. Je me dis parfois qu'il reviendra, cet optimisme, parce que j'ai l'impression que c'est ma nature profonde de croire à la rencontre avec l'autre, au dialogue, à la possibilité de construire des ponts de conversation et pas des murs d'isolement. Que vous essayez d'avoir dans ce livre-là avec des amis chers à votre cœur, comme Kamel Daoud ou encore Wajdi Mouawad et d'autres. Mouawad et bien d'autres. Oui, j'ai même presque par principe et de façon presque fictive parfois, mais volontairement alimentée. J'ai décidé depuis le 7 octobre que chaque vendredi soir à ma table, il y aurait des gens très différents, des gens avec qui je suis pas nécessairement d'accord, mais j'ai décidé d'inscrire mes dîners de Shabbat depuis le 7 octobre dans un dialogue avec l'autre et j'essaie de m'y tenir justement parce qu'on est dans un temps où la tendance naturelle humaine, psychiquement, est de se replier, de ne faire plus confiance qu'aux siens et d'être dans le doute, la défiance. J'essaie de conserver ces voix, c'est ce que j'appelle dans le livre des ponts levis baissés encore et pas repliés sur nous dans des forteresses. Mais c'est vrai que quelque chose s'est abîmé, s'est altéré en moi le 7 octobre et ce serait absurde de ne pas le reconnaître. J'ai le sentiment, encore une fois, comme beaucoup d'entre nous, que des gens que je considérais comme des alliés hier ont été absents ou silencieux, voire se sont transformés aujourd'hui en porteurs d'hostilité ou de discours mortifères ou dangereux. On va en parler dans un instant, Delphine Orwiller. Alors bien sûr, nous autres journalistes sur cette antenne avons tous demandé à nos intervenants, quels qu'ils soient, comment vous avez vécu ce jour, ces heures, ces mois. On a vu très vite on vous a vu vous exprimer dans la presse, à la radio, pour exprimer votre souffrance, souvent notre souffrance justement, votre douleur avec qui vous conversez dans ce livre. Aujourd'hui, avec un peu de recul, comment ça va ou comment ça va pas, Delphine Orwiller ? En fait, ça dépend vraiment des jours. J'ai des jours, encore une fois, je suis bien consciente que ce que je dis maintenant concerne beaucoup des auditeurs. Enfin, je le suppose qu'en fait, il n'y a pas une réponse à ça. Il y a des jours où ça va un peu mieux et puis il y a des jours où on est rattrapé par l'effondrement. J'en parlais avant d'entrer dans le studio ici même et même dans la rue ce matin avec des gens que je croisais. On est nombreux à partager des phénomènes qu'on découvre. Par exemple, je parle dans mon livre de l'insomnie. C'est fou le nombre de gens autour de moi qui ont développé des insomnies, qui trouvent plus le sommeil depuis maintenant 5 mois. Moi, j'étais pas du tout sujette à l'insomnie, mais je crois que j'ai pas fait une nuit complète depuis des mois et des mois. Et donc, c'est comme si les heures passaient différemment, se réveillent des inquiétudes et des peurs que je ne me connaissais pas, une difficulté à trouver des mots pour parler aux gens de ma communauté, pour parler à mes enfants. Voilà, tout ça est assez nouveau et fait que ça va jamais complètement bien. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a en nous, en moi, des forces de combat. Il y a autre chose, c'est que vous disiez il y a un instant que j'ai parlé assez vite parce que j'ai ressenti le besoin assez vite de faire partager à d'autres quel était mon ressenti. Mais ce qui est compliqué, et je voudrais insister là-dessus, d'autant plus qu'on est la radio, une radio juive, que moi, je me sens pas du tout le porte-parole des juifs ou du judaïsme. J'essaie d'exprimer ce que je ressens. Je me rends compte que je l'exprime, ce que je ressens comme femme, comme mère, comme française, comme quelqu'un qui a vécu en Israël, comme quelqu'un qui connaît bien cette région. Je porte toutes ces casquettes, mais je trouve qu'il faut faire très attention aujourd'hui à un discours de porte-parole. En fait, je trouve que notre grande force au sein du peuple juif, encore aujourd'hui et particulièrement aujourd'hui, c'est de parler avec des voix plurielles et de continuer à ne pas être nécessairement d'accord les uns avec les autres. On pourrait voir ça comme une vulnérabilité, mais je crois que c'est le contraire. Je crois que c'est notre force de pouvoir entendre des voix contraires,
de laisser parler des avis divergents et que aucun d'entre nous ne puisse dire « je parle au nom du nous et du collectif ». Alors, ce que je trouve très intéressant, Delphine Orviller, c'est que justement, lors de notre dernière entrevue, nous parlions essentiellement d'identité avec votre livre « Il n'y a pas de hasard ». Et à ce sujet, eh bien, il y a une importance aujourd'hui à l'égard de ce que la communauté juive a vécu. Parce qu'à contrario, eh bien, j'observe aussi pour beaucoup des acteurs de notre société actuelle, culturelle, avec une forme de révélation un peu obligatoire, celle de dire « je suis juif ». Et j'aimerais qu'on écoute un petit medley. Moi, je suis un juif laïque, mais à chaque fois qu'un juif est touché, je le ressens dans ma chair. Pour l'instant, je me sens citoyen, mais surtout, je me sens juif. Voilà, j'ai été blessé dans ma chair, dans mon sang, dans mon humanité. Et évidemment, aujourd'hui, je peux être accusé d'être jugé parti, parce qu'évidemment, je suis juif. Voilà, c'est cette question que je me suis posée. Comment, avec ce qui s'est passé, on a le sentiment, obligatoire ou pas obligatoire, de revendiquer son judaïsme alors qu'on a aussi la sensation que c'est un problème qui concerne peut-être l'humanité? Oui, c'est un problème de l'universel, c'est un problème du rapport à l'humain, de la barbarie vis-à-vis de l'humain, parce que finalement, ce qui s'est passé le 7 octobre et ce qui se passe depuis, cette guerre, elle doit nous réveiller moralement, pas parce qu'on est juif ou arabe ou pro-ceci ou pro-cela, mais parce que c'est insupportable humainement, en fait, la douleur à laquelle on est exposé, les douleurs de la guerre. La guerre, c'est toujours horrible et on peut pas rester indifférent à la douleur des uns et des autres. Mais c'est vrai que parce que tellement de gens ne veulent pas voir, pas entendre et nous ramènent constamment à un bout de nous-mêmes, à notre identité juive, et ben tout à coup, on est ramené à ça. Moi, ça fait des années que je n'écris que pour dire je ne suis pas que juive, et quand je parle, je ne suis pas que juive, et je suis plein de choses à la fois, et ne m'enfermez pas dans ce ghetto identitaire. Mais en fait, de fait, l'histoire aujourd'hui nous propulse, et cette part de nous-mêmes prend une place considérable. Et en fait, tout ça, c'est un récit de solitude. Tout ça, ça raconte la douleur de la solitude. J'étais beaucoup sur des plateaux ces derniers jours, notamment hier soir sur un plateau assez difficile à la télévision, dans le cadre de la sortie du livre, où en fait, à un moment donné, mon interlocutrice n'arrêtait pas de m'interpeller en disant « vous ». Et dans son discours, on n'arrivait plus à savoir. Et d'ailleurs, je lui ai dit mais quand vous dites « vous », c'est vous Delphine, vous les Juifs, vous les Israéliens, vous quoi, en fait? Et on a l'impression que parce que le discours de l'autre n'est pas clair, on ne sait pas si le « vous » s'adresse à votre personne ou à un collectif. Vous devez répondre tout à coup de votre identité, du groupe, de la politique israélienne, de Tsahal, je ne sais pas, en fait. Et il y a quelque chose de très, très, très difficile à continuer à dire « je » dans ce magma. Et je crois qu'il faut s'efforcer de le faire, être évidemment solidaire de ce qui nous arrive, mais continuer à préserver une première personne du singulier dans notre singularité humaine. Je vais faire un petit en même temps, Delphine Orviller, avec le titre de votre livre qui m'a beaucoup interpellée, « Comment ça va pas ?», avec un point d'interrogation. C'est vrai qu'il résonne en nous de deux manières, que sans doute seuls les Juifs pourront malheureusement comprendre avec cette question « Comment ça va pas ?», que l'on peut entendre dans la bouche d'un Juif à un autre « De quelle manière ça ne va pas pour toi depuis ce 7 octobre ?» ou bien peut-être d'un non-juif à un Juif désespéré vu de France, peut-être ou pas, et qui dirait comment ça se fait que ça ne va pas. Parce que cette question est revenue peut-être comme une sorte d'insulte ou de... Comment on peut me poser cette question un peu tabou vu ce qui est en train de se passer? Oui, je tenais beaucoup à ce titre. En fait, ça a été un long débat avec mon éditeur. Je tenais à ce que le comment ça va ou comment ça va pas soit dans le livre, parce que pour moi, cette question quotidienne, une espèce de protocole obligatoire des rencontres quotidiennes, est devenue insupportable après le 7 octobre, parce que cette question ne voulait plus rien dire du tout, et qu'il y avait presque une obscénité soit à la prononcer, soit à tenter d'y répondre. Mais en même temps, cette question, c'est... Bien entendu, le comment ça va pas, ça renvoie à plein de blagues juives qui ont été faites sur cette question, qui racontent bien le désespoir et comment est-ce que l'humour juif a été une tentative toujours de sortir du tragique. Mais elle raconte pour moi cette question qu'on est dans un temps où pratiquement il faudrait inventer un autre langage, changer de protocole de conversation habituel pour réapprendre à s'écouter.
Comment ça va ? C'est la question typique qu'on pose et dont on n'écoute pas la réponse. Salut, comment ça va ? Et on passe à autre chose. Personne n'écoute jamais votre réponse. Et ça, j'ai senti que j'étais entourée de gens qui avaient besoin depuis le 7 octobre, qu'on les écoute. Alors, je raconte une anecdote qui m'est arrivée plein de fois après le 7 octobre comme rabbin, je le raconte dans le livre, que j'ai reçu énormément de couples après le 7 octobre, et particulièrement des couples qui traversaient des crises, et particulièrement des couples qu'on appelle parfois mixtes. J'ai reçu un nombre incalculable de couples qui venaient me voir, souvent séparément. Le conjoint juif souvent me disait « Je ne comprends pas pourquoi mon conjoint ne comprend pas ce qui ne va pas. Comment ça se fait que la conversation est si compliquée ? Comment ça se fait qu'il ne comprend pas soudain ma peur et mon angoisse et mes insomnies ? Ou à l'inverse, je recevais un conjoint non juif qui me disait « Mais je comprends pas, quand on s'est mariés, il n'était pas si juif que ça. » J'en viens à des voix qu'on vient d'entendre de gens qui peut-être ne seraient pas définis comme juifs, des gens qui, sur la place publique, n'auraient jamais dans leur identité décliné leur judaïsme. En l'occurrence, c'était Jean Benguigui, Richard Berry et Philippe Lelouch. Voilà, des gens qui, peut-être si on leur avait demandé il y a 6 mois de décliner leur identité, auraient dit autre chose. Mais je pense que des conjoints tout à coup non juifs me disaient mais je comprends pas, quand on s'est mariés ou rencontrés, d'abord il n'était pas si juif entre guillemets, c'était pas si important pour lui, il voulait pas aller à l'office de vendredi, et en fait tout à coup la synagogue est là, l'identité juive est là, l'étude est là. Et moi je le constate aussi, pour être honnête, dans ma vie de rabbin ou communautaire, il y a beaucoup de gens dans les synagogues en ce moment. J'ai la chance d'animer un cercle d'études, l'atelier Ténoa 1 fois par mois. C'est extraordinaire, le monde, les centaines et centaines de personnes qui viennent étudier. On a près de 500 personnes tous les mois qui viennent étudier le Talmud, la pensée juive, la philosophie à l'atelier Ténoa. Et ça raconte quelque chose. Une volonté de revenir peut-être aux sources, dans tous les sens du terme, pour essayer de penser ce que la sagesse nous enseigne sur ce que nous traversons. Alors, j'ai envie de revenir sur cette question parce que Patrick Braoudé, acteur et réalisateur, a réagi sur cette antenne au micro de Steve Nadjar. J'ai été, et je suis encore d'ailleurs, en état de choc. On est tous choqués. D'ailleurs, je trouve que quand on demande aux gens comment ça va, je trouve que Delphine Orviller, avec son livre qui va paraître, qui dit comment ça va pas, je trouve que c'est vraiment ça, c'est comment ça va pas, c'est pas comment ça va, on peut pas dire comment ça va. Voilà, cette question que vous appelez, que vous définissez de question merdique dans votre livre, parce que nous savons aussi tous, Delphine Orviller, que cette attaque n'était pas seulement dirigée contre Israël et son gouvernement, mais comme les détracteurs qui ont voulu le faire croire, mais contre les Juifs, preuve en est, ils ont été triés lors de cette rave party. Il fallait que ce soit des Juifs qui soient attaqués. Et nous avons eu ici aussi cette crainte des représailles avec l'augmentation significative des actes antisémites. Et là, c'est la partie de la paranoïa dont vous parlez à un moment donné dans votre livre. Avec qui vous conversez ? Oui, en fait, il y a effectivement volontairement beaucoup de gens essaient de masquer, on le sait, l'élément de haine anti-juive derrière une attaque en règle du sionisme. Mais en fait, ça ne leurre personne. Comment expliquer dès lors l'explosion exponentielle des actes des menaces antisémites dans notre pays. En fait, après la sortie du livre, j'ai été amenée à témoigner beaucoup de ce que vivent les Juifs en France, de ce que je vis, de ce que les gens de la communauté vivent, de ce que vous vivez, de ce que plein de gens vivent. La visite de la police qui vous demande d'enlever la mezouza de votre porte, de changer le nom sur une boîte aux lettres, d'être discret, de faire attention, les changements d'habitude de vie, la façon dont on parle différemment à nos enfants, qu'on sent menacés. Et quand je raconte ça, je porte ce témoignage, c'est pas pour qu'on nous plaigne, c'est pas une compétition de victimaires, c'est qu'il faut que les gens sachent ce qui arrive à des citoyens français en 2023 ou 2024, qui est de l'ordre de l'impensable. Mais quand j'en témoigne et que je le raconte, vous pouvez pas vous imaginer le nombre de messages que je reçois en retour via les réseaux sociaux, ces résidus de haine ou parfois de courrier, de gens qui me disent « Oui, mais quid de la souffrance des Palestiniens ?» Et cette question, ce renvoi, là, cette espèce de ping-pong obscène, me laisse bien souvent sans voix. Parce que plusieurs choses sont de l'ordre de l'impensable. D'abord, c'est comme si en témoignant de ce que vivent les Juifs en France aujourd'hui, on niait la douleur des Palestiniens. Ou alors, c'est comme si on considérait qu'il n'y a que les Palestiniens qui souffrent ou qui ont souffert. Ou pire, c'est comme si on considérait, en tout cas mon interlocuteur considérait que je ou vous, nous, devions payer pour la souffrance des Palestiniens. Ou comme si, évidemment, les dossiers étaient liés et comme si l'antisémitisme ici, à des milliers de kilomètres, se justifiait par ce que vivent des gens là-bas. Et on perçoit bien qu'à ce moment-là, l'argumentation de déconnecter l'attaque contre les sionistes et l'antisémitisme n'a aucun sens, puisqu'il est validé
par des gens qui défendraient le camp palestinien, par certains d'entre eux en tout cas, que les Juifs, où qu'ils soient, devraient payer pour cela. Delphine Arviller, vous parlez de ceci, mais je suis quand même, et c'est la rare critique que je vous ferai, je me permets. Chouette. Vous avez décidé, et ben je suis de votre avis, vous avez décidé de démarrer votre livre par un poème du poète palestinien Mahmoud Darwish que je vais lire le temps de quelques petites secondes. Quand tu prépares ton petit déjeuner, pense aux autres. N'oublie pas la graine pour la colombe. Quand tu mènes tes guerres, pense aux autres. N'oublie pas ceux qui réclament la paix. Quand tu règles ta facture d'eau, pense aux autres, ceux qui s'abreuvent des nuages. Quand tu rentres à la maison, ta maison, pense aux autres. N'oublie pas les peuples nomades. Quand tu comptes les étoiles pour dormir, pense aux autres, à ceux qui n'ont nulle part où rêver. Quand tu t'exprimes par métaphore, pense aux autres, ceux qui n'ont pas droit à la parole. Quand tu penses aux autres au loin, pense à toi. Dis-toi si seulement je pouvais être une bougie dans le noir. C'est un poème du poète palestinien Mahmoud Darwish. Pourquoi avoir décidé de démarrer votre livre qui parle d'Israël par finalement un regard sur la cause palestinienne? Alors d'abord, c'était très important pour moi que le livre soit enveloppé de poésie. Donc au début du livre, il y a Mahmoud Darwish et à la fin, il y a Yehuda Amichai, parce que je voulais montrer que cette conversation, même posthume, ils sont capables de l'avoir. Quelqu'un qui représente aux yeux des Palestiniens leur cause, quelqu'un qui représente la poésie israélienne, peuvent se parler. Ce qui me semble essentiel, c'est d'abord de se poser la question de qui est exactement Mahmoud Darwish. Dans quel contexte il est devenu une figure emblématique de la cause palestinienne? C'est intéressant parce que lui-même, quand on écoute ses interviews, ses textes, le dit, il veut pas être une figure emblématique de la cause palestinienne, mais d'une certaine manière, il se fait kidnapper par cette cause pour devenir un emblème alors qu'il parle en son nom. Il faut connaître l'histoire de Mahmoud Darwish, notamment dans sa poésie. Lui, il est tombé amoureux à un moment donné d'une femme juive, israélienne. Il en a écrit un poème qui s'appelle Rita. Donc lui, c'était quelqu'un qui était prêt à construire des ponts, à faire ce dialogue. Et donc, il nous rappelle la possibilité de ce dialogue. Et par ailleurs, son poème, précisément comme celui d'Amichai, sont des poèmes qui nous disent, attention, continue, même du cœur de tes guerres, à voir l'autre comme un humain. C'est-à-dire, ne te laisse pas happer, aveugler par ta souffrance, mais sois capable, dans tes guerres, de te poser la question de la douleur de l'autre. Et je crois que ce message, où qu'on se trouve, il s'adresse à nous. Alors, je vous arrête là-dessus. On va reprendre dans un instant et je suis très curieuse qu'on continue d'en parler parce que justement, je ne suis pas tout à fait de cet avis. On revient dans un instant, juste après le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Ça s'est passé au nord de Beersheva. Un quinquagénaire a été grièvement blessé dans une attaque au couteau au carrefour de Beit Kama, près de l'autoroute 6. 2 autres personnes ont été plus légèrement blessées. Le terroriste a été neutralisé. Après une manifestation sur l'autoroute Ayalon dans le sud de Tel Aviv ce matin, manifestation pour réclamer la libération des otages, les proches de 22 Israéliens toujours détenus à Gaza devraient rencontrer le Premier ministre Binyamin Netanyahou à la Kiryat, le quartier général de l'armée israélienne à Tel Aviv, une première depuis fin janvier. Sur le front nord, il règne une profonde sensation d'abandon et d'oubli, a souligné le président israélien Yitzhak Herzog. Il était en déplacement à Kfar Bloum, ville de Haute-Galilée ciblée par le Hezbollah ce matin. Les États-Unis auraient mené des pourparlers secrets avec l'Iran. Objectif, convaincre Téhéran d'user de son influence pour mettre fin aux attaques houthis en mer Rouge. C'est une information rapportée par le Financial Times. Dans la foulée de la polémique sur la mobilisation pro-palestinienne à Sciences Po au relent antisémite, la préfecture de police de Paris annonce ce jeudi interdire une manifestation du même ordre, initialement prévue dans la soirée. Une décision prise par le préfet Laurent Nunez en raison du contexte de forte tension entourant le prestigieux établissement. Le premier grand débat de la campagne des Européennes aura lieu à 17h sur Public Sénat avec toutes les têtes de liste, à l'exception de Jordan Bardella du Rassemblement National. La stratégie anti-RN de Renaissance est d'ailleurs décriée par plusieurs membres du parti. Enfin, la fusée Starship de SpaceX a décollé de Boca Chica au Texas pour un 3e vol d'essai. Cela après 2 premiers tests qui s'étaient soldés par des explosions l'année dernière. Et
Merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Delphine Orviller et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Un message d'Israël Tzedaka by Kalita. Depuis le 7 octobre, Israël est en guerre. Des milliers de morts et de blessés, des orphelins, des veuves. Israël Tzedaka by Kalita, depuis le 7 octobre, a pris en charge 3292 familles, dont plus de 6000 enfants, ainsi que de nombreuses familles francophones déplacées du sud et du nord du pays. Face à ces nouveaux défis, Israël Tzedaka by Kalita, la seule association qui œuvre spécifiquement pour des Israéliens francophones, devra continuer à répondre dans l'urgence et sur la durée grâce à plus de 800 bénévoles et avec votre aide. Jeudi 14 mars, grande journée de collecte sur Radio J au bénéfice du fonds d'urgence pour des familles des Olim francophones en difficulté. Israël Tzedaka by Kalita 01 77 38 49 34 et Israël-Tzedaka-by-kalita.org.il. Serfa en retour. Israël Tzedaka by Kalita, la solidarité en action. Partez à la rencontre de la Société des explorateurs français au Majestic Passy. Le jeudi 14 mars à 20h, le Ciné-Club des explorateurs vous emmène au cœur du Congo avec un puissant documentaire sur les bonobos en présence du réalisateur et explorateur Alain Tixier. Ne manquez pas cette fois l'aventure et réservez vos places sur dulaccinéma.com ou en caisse du cinéma Majestic Passy dans le 16e arrondissement de Paris. Majestic Passy. Une paire pour le sport? Non, plutôt une solaire à ma vue. Oh, mais celle-là aussi, elle irait tellement bien avec ma nouvelle robe. Oh. Pas toujours simple de choisir ses lunettes. Chez Optical Center, vous avez aussi le choix de ne pas choisir. Grâce à l'offre unique, bénéficiez de moins 40% sur votre première paire, plus une paire offerte à votre vue, même de grande marque. Retrouvez nos magasins sur opticalcenter.com. Offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2024. Dispositifs médicaux, conditions en magasin. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Et de retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui Delphine Orviller pour son livre Comment ça va pas, sorti aux éditions Grasset. Nous échangions il y a un instant Delphine Orviller avec le démarrage de votre livre où vous avez décidé de démarrer ce livre par un poème du poète Mahmoud Darwish et je vous demandais pourquoi ce choix finalement, un choix avec votre grille de lecture que j'entends parfaitement et qui s'explique très bien. Pourtant pour certains, eh bien Mahmoud Darwish était aussi connu pour son engagement aussi au sein de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Et il était aussi connu pour avoir protesté contre les accords d'Oslo qui pourtant voulaient une paix en disant que Arafat n'était pas assez dur. Oui, mais je pense que plus que jamais aujourd'hui, il faut entendre des voix de la dissonance, des voix palestiniennes. Alors pas toutes les voix, évidemment, on n'est pas en train de parler des voix terroristes du Hamas, mais aujourd'hui, on le sait, il va falloir trouver des interlocuteurs. Des interlocuteurs, aujourd'hui, ils sont pas faciles à trouver parce qu'on le sait, le leadership d'un côté comme de l'autre n'est pas dans un état évident de conversation. C'est un euphémisme et la société n'est sans doute pas aussi marquée par un tel deuil en capacité d'entrer dans cette conversation, en capacité empathique. Mais je pense que précisément, on est dans un moment où il faut pouvoir écouter des graines de sagesse et percevoir des étincelles de lumière chez soi et chez l'autre. Et ce poème de Mahmoud Darwish que vous avez lu, et je vous en remercie, je trouve qu'il est un condensé de possible. Dans ce poème, en fait, il dit, même du fond de ton désespoir, même dans l'obscurité, même dans tes guerres, sache penser à l'autre, à sa douleur. Ne perçois pas simplement la tienne, mais pose-toi la question de la pleine humanité de l'autre et de son besoin d'eau, d'espoir, de lumière. Je pense que, voilà, moi, du cœur de mon insomnie et de mon désespoir, je vous avoue que je suis un peu rassurée, peut-être naïvement, jugeront certains, de me dire qu'il y a chez tout le monde, même chez quelqu'un qu'on pourrait identifier aujourd'hui comme notre ennemi, une possibilité d'entendre notre douleur. J'entends que c'est plutôt très sage de penser comme vous le faites, Delphine Orviller, mais c'est compliqué, entendez, de démarrer ce livre avec un poète qui, pour le coup, n'avait pas cette sagesse puisqu'il n'était pas pour la paix.
Non, mais il m'arrive de citer aussi des juifs qui ne sont pas nécessairement de façon évidente ou dans leur discours pour la paix. Il m'arrive de discuter avec des gens avec qui je suis en total désaccord politique, qui, de mon point de vue, nous engagent sur un chemin qui est tout sauf un chemin de pacification ou un chemin avec lequel je serais d'accord. Et pour autant, je pense qu'on a besoin de trouver des interlocuteurs. Encore une fois, je ne suis pas naïve. Il y a des gens avec qui on ne peut pas et on ne pourra pas parler. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut se poser la question de comment on offre une possibilité de retour au dialogue, particulièrement quand on ne vit pas en Israël, particulièrement quand on ne vit pas sur place. Moi, vous voyez, je parle tous les jours avec des gens qui vivent sur place, des juifs et des arabes, et je comprends très bien qu'ils ne soient pas aujourd'hui des profondeurs de leur deuil en capacité ni de se parler, ni d'avoir la moindre empathie pour l'autre, parce que c'est le cas sur place. En ce moment, le temps n'est pas encore venu de l'empathie. Mais je trouve beaucoup moins d'excuses à ceux qui, à des milliers de kilomètres, ne construisent pas les chemins de l'empathie. Je me rends compte que ici, et peut-être on va en parler encore, autour de nous, on est submergé de discours de gens qui ajoutent de l'huile sur le feu, qui en fait, au lieu de se poser la question de comment on va pouvoir retrouver des chemins de dialogue, parce qu'il faudra les retrouver, ces chemins de dialogue, participent à envenimer la situation. Et je pense qu'il y a une forme de soit d'aveuglement, soit de mauvaise foi, soit de culpabilité là-dedans. Dans ces dialogues, Delphine Orwiller, avec ces paroles dissonantes des vôtres, je suis très curieuse de savoir quelles sont les issues de ces échanges. Est-ce que vous repoussez le débat pour trouver un chemin d'entente ou pas? Non, j'ai l'impression que parfois mes débats sont houleux, difficiles. Peut-être parce que j'ai décidé de pas vraiment fermer de portes. Je dialogue... Alors bien sûr, des portes se sont parfois quasi fermées naturellement. Il y a des sujets qui sont devenus très difficiles à aborder, mais je crois que j'ai pas l'impression de faire l'économie de désaccords et d'engueulades. Vous voyez, ça m'a souvent été reproché ces dernières années d'avoir exprimé des critiques assez fortes à l'égard du gouvernement israélien, de certains de ses ministres, de choix d'implantation, de colonisation, appelons-les comme on veut. La question n'est même pas dans ces vocables-là. Mais j'ai décidé que je poursuivais la conversation. Aujourd'hui, j'ai des conversations avec des gens, par exemple côté israélien, qui construisent les implantations, qui ont une conviction idéologique qui est aux antipodes de la mienne, même d'un point de vue de leur lecture des textes, d'un point de vue religieux. Mais j'ai décidé que je ne renonçais pas à ce dialogue. Delphine Orwiller, pour vous qui parlez beaucoup avec les Israéliens, les francophones en Israël, quel genre de... Est-ce que vous pensez que c'est toujours possible d'être de gauche en Israël aujourd'hui ? Oui, mais vous savez, c'est typiquement des mots, on ne sait plus exactement ce qu'ils veulent dire. En fait, c'est fou, et c'est un des sujets du livre, en fait, en filigrane, comme les mots ne veulent plus rien dire aujourd'hui. En fait, quand les gens vous disent je suis de gauche ou je suis de droite aujourd'hui, moi je suis bien en peine de savoir ce qu'ils veulent dire par là. La gauche française n'est pas la gauche israélienne. La gauche en France, encore une fois, il faudrait être aveugle pour pas le voir, n'a plus rien à voir avec la gauche française. C'est-à-dire qu'il y a des gauches en France qui n'ont plus rien à voir l'une avec l'autre. On se demande même pourquoi elles restent groupées sous un même vocable. Même chose en Israël. La gauche n'est plus exactement, évidemment, celle que j'ai connue quand je vivais à l'époque des accords d'Oslo en Israël. Le discours a basculé parce que la réalité a basculé. Les mots n'ont plus toujours du sens, mais ça s'élargit même à d'autres mots. Le mot sioniste, le mot antisioniste. Ces mots-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire aujourd'hui ? Moi, quand quelqu'un dans la conversation, aujourd'hui, ça fait un moment déjà, mais quand les gens me disent « je suis antisioniste », j'arrête immédiatement la conversation. Non pas pour sortir de la pièce, mais pour dire à la personne « c'est-à-dire, explique-moi ce que tu entends par ce mot-là. Si par antisioniste, tu entends... capacité ou nécessité de critiquer la politique israélienne, alors je te rassure, il y a beaucoup de gens en Israël qui, selon ta définition, sont très antisionistes. Il y a beaucoup de gens dans la communauté juive que tu pourrais définir comme tels. Mais si tu considères qu'antisioniste, c'est le questionnement de la légitimité d'Israël à exister, alors explique-moi en cet instant pourquoi Israël serait le seul pays qui mène une politique que tu condamnes, ultranationaliste, ou que tu juges, je ne sais pas, raciste, enfin que sais-je encore, qui n'aurait pas le droit d'exister. Est-ce que tu as forgé un mot pour définir ton opposition à la politique de Trump, de Poutine, d'Orban ou de bien d'autres leaders de la planète ? Non. Alors qu'est-ce qui fait que tu as besoin, pour moi, d'utiliser ce mot ? Qu'est-ce qu'il veut dire dans ta bouche ? Aujourd'hui, parce que les mots ne veulent plus rien dire, il faut stopper la conversation et demander aux gens, presque comme un poète, de les redéfinir.
Justement, alors ces mots, Delphine Orviller, vous avez voulu les poser dans cette fièvre. Vous avez décidé d'exorciser, si je puis me permettre de dire ça, avec un livre, un petit traité de survie, comme une tranche d'auto-analyse que voilà, vous nous offrez avec ces conversations, ces plusieurs conversations avec vos grands-parents notamment. Et puisqu'on parle de vos grands-parents, j'ai envie qu'on écoute également Rachel Kahn, qui était au micro de Steve Nadjar il n'y a pas si longtemps. Évidemment, moi j'ai eu une pensée pour mon grand-père. Qui était revenu des camps et qui il est resté 3 ans à Auschwitz pour ma mère qui était enfant caché. Moi, je me rappelle de cet accent yiddish de mon grand-père et où il me disait ils reviendront. Et là, j'ai eu le sentiment que vraiment ils étaient revenus et ils sont revenus. Qu'auraient dit vos grands-parents, vous pensez, puisque vous conversez avec eux dans ce livre-là, Delphine Orviller? Oui, je pense. C'est difficile de faire parler les morts, c'est dangereux. En fait, c'est dangereux et en même temps, je me rends compte que dans mes livres, d'une certaine manière, je ne fais que ça. C'est-à-dire que je les laisse me debooker. Je les laisse s'emparer de mon esprit, dialoguer avec celle que je suis devenue. Donc je crois que oui, ma grand-mère, sans doute, que je fais parler dans mon livre, avec son lourd accent yiddish qui transforme les en on, les u en i, enfin... dans son yiddish pour lequel j'ai tellement d'amour et de passion et de tendresse, m'aurait sincèrement, sûrement dit, en yiddish ou sans les mots, comme elle l'a toujours fait, que ça part jamais. Elle vous aurait dit alors, compliqué pour moi, je ne le dirai jamais aussi bien que vous, Delphine Orviller, mais c'est Oyabrook. Oyabroch. Oyabroch. Qui veut dire tant de choses. Oui. Et que l'on peut adapter aux soins. Oui, parce que le oy, en yiddish, c'est le mot de la plainte, mais il veut dire plein de choses à la fois. On peut dire avec oy, oy, je me suis fait mal. Oy, quelle bonne surprise. Oy, je m'y attendais pas. Oy, qu'est-ce qui va nous arriver? Oy, j'ai bien mangé. Enfin, vous voyez bien, ce oy, il sert à ponctuer la surprise ou le désespoir, ou même parfois à énoncer l'espoir du cœur même de la tragédie. Il y a une phrase que vous avez dite, qu'est-ce qui va nous arriver? Il y a une chanson que vous évoquez aussi. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Alors vous vous prêtez au jeu, finalement, Delphine Orviller, de nous faire croire que Claude François, cette fois sans les Claudettes, nous aurait peut-être aurait peut-être écrit cette chanson pour nous avec cette ritournelle infinie de l'antisémitisme qui s'en va et qui revient. Oui. En fait, tout est parti dans le livre de la chanson qu'on a entendue juste avant, du Donna Donna, qui est une chanson yiddish. Mais les gens, souvent, savent pas que c'est une chanson yiddish parce qu'en France, on connaît la version de Claude François beaucoup moins tragique. La version yiddish, elle est chargée de douleur et de pathos. Mais la chanson de Claude François, elle est un peu yéyé, évidemment, et gay. Et donc... de la même manière que Claude François a un peu kidnappé, volé, détourné ce Donna Donna, je fais croire avec un peu de mauvaise foi qu'il aurait peut-être fait la même chose avec la chanson populaire, c'est-à-dire une façon de nous mettre en garde sur cet antisémitisme et cette haine des Juifs qui s'en va et qui revient, qui de fait est fait de tout petits riens, de silence, de lâcheté, d'ignominie, de manque de courage. Mais voilà, c'est aller puiser dans le registre des chansons populaires françaises. Pour moi, c'est là encore une tentative de mettre à distance ce qui pourrait nous tuer, mais une façon d'en rire, une façon de placer encore une fois la distance avec le tragique. Je pense qu'il y a rien de plus juif en fait. Dans ce livre, vous vous interrogez sur les conséquences collectives du massacre perpétré par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Delphine Orviller, aujourd'hui, avec tout ce que l'on s'est dit pour terminer cette conversation entre nous, quel est votre sentiment profond sur la situation des Juifs français en France et des francophones, mais aussi des Israéliens en Israël? Je pense qu'on est dans une nuit obscure, dans un tunnel dans lequel, heureusement, on n'est pas seul. On a bien des alliés, et des alliés de qualité. Mais on a aussi bien des gens qui nous ont abandonnés, ou des gens qui ne sont pas à nos côtés, même si on a cru hier qu'ils étaient là. J'ai en tête, effectivement, une partie de la gauche. J'ai en tête, particulièrement parce que le 8 mars n'est pas loin derrière nous, les féministes, des gens aux côtés desquels on a mené des combats et qui soudain sont absents et ont choisi le camp
une matrice de lecture complètement erronée et simplifiée du monde, des dominants, des dominés, des forts, des faibles, dans lequel nous serions condamnés à être du côté des forts et du mal, et de ceux qui n'ont pas besoin d'être aidés ou soutenus. Donc il faut simplement se préparer à cette traversée obscure, à cette guerre, d'une certaine manière, à ce combat. Mais l'histoire juive nous l'a enseigné, on a traversé bien des nuits dans l'histoire, et on a toujours vu l'horizon se lever. Donc il faut s'armer de ce même courage, inspiré de ce qu'ont traversé nos anciens, nos ancêtres, et se dire que nous aussi, Bechol Dor Vador, à chaque génération, il faut se reconnecter au combat du passé et savoir que nous aussi, on fera venir l'aube. Merci Delphine Orviller. Une page un peu plus légère à présent avec toute la culture que vous aimez ou bien qui pourrait vous plaire, et on part ensemble au théâtre avec David Schweger. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Ah, la transition ne va pas être facile, cher David. Bonjour. Bonjour Cyrielle et bonjour Delphine Orviller. Alors effectivement, ma chronique est chargée, en tout cas elle essaye de s'en charger, de faire un tout petit peu alléger l'atmosphère. Et je suis particulièrement content aujourd'hui d'être là parce que j'ai avec notre invité du jour un rapport bien étrange. Car figurez-vous que certaines nuits, dans mes rêves, je suis un chat qui parle et qui veut apprendre l'hébreu dans les textes saints. Je me rends à la synagogue, qui ressemble à un cinéma MK2, et là, je demande à parler au rabbin. On m'amène dans une salle où passe un film inspiré d'Amos Oz, en même temps qu'un rabbin séfarade entame une passionnante exégèse que je peine à suivre vu mon niveau de L1 en hébreu. Mais au fil de l'exégèse, les traits du rabbin se confondent. Ne me demandez pas pourquoi, ce sont les lois de condensation propres au rêve avec ceux de la femme que j'aime, Zlabia, qui est en même temps le rabbin et qui ne comprend pas que je veuille faire ma bar mitzvah. Je me lève dans cette salle de cinéma pleine de monde et je hurle très fort « Mais tu ne comprends pas Delphine, je veux faire ma bar mitzvah !» Et je me réveille en sueur au son des messages WhatsApp de Cyrielle Sarah Cohen me disant « Tu parles de quoi dans ta chronique théâtre jeudi ?» David, vous êtes bien taquin aujourd'hui, alors vous allez nous parler de quelle pièce justement? Eh bien, d'une pièce qui résonne, pour redevenir un peu plus sérieux, oui, avec les mots du titre triste et beau de Delphine, « Comment ça va pas ?» Traitant d'un tout autre problème tragique, mais dont l'urgence n'est pas moindre, l'urgence climatique. Le titre paradoxal de la pièce, « La beauté sauvera le monde », de et avec Barbara Castin. On en revient quand même d'une certaine façon à la poésie. Vous allez comprendre pourquoi. Imaginez un paysage lunaire sur le modèle de Dune, le film. Entre sur la petite scène du théâtre de l'Essaillon une femme qui porte sur son dos un sac de livres et dans ses bras un enfant. Elle le berce doucement, tendrement, mais rien à faire, ce petit garçon, du nom de Bou, ne veut pas dormir. Alors, s'asseyant sur scène, ouvrant son sac et ses livres, la femme va se mettre à lui raconter la terre d'avant. Une terre où la poésie, la littérature s'inspiraient, l'air de rien, mais on ne s'en souvient plus à l'époque lunaire où se déroule la pièce, des splendeurs de la nature, de ses saisons, de ses océans, de ses montagnes verdoyantes. Au fil de sa lecture, cette femme, Metzoy, se rappelle pourtant combien scientifique engagée dans la lutte contre les pesticides néonicotinoïdes, elle a tenté de sensibiliser les hommes politiques de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Combien elle a lutté contre l'influence des laboratoires, la surdité de certains journalistes. Combien elle a payé le prix aussi de ces luttes écologiques radicales. La mise au chômage, virée de son propre labo pour radicalité, le divorce, l'incompréhension de sa famille, la laissant seule face à sa solitude et à sa rage. La terre d'avant, elle le raconte à son tout petit garçon. Elle la connaissait bien. Elle a tout fait pour la préserver, mais on ne l'a pas écoutée. Jusqu'à ce que la collapsologie ne soit plus une science des hypothèses, mais le constat d'une réalité. Et on pourra imager tout ce que l'on veut forcément dans ces mots en rapport avec notre actualité, évidemment, David Schweger, et un mot sur ce texte bien particulier et sa mise en scène. Oui, Cyrielle, car c'est vraiment un texte intéressant que cette dystopie écrite par Barbara Castin, une jeune actrice formée au cours Cochet. S'appuyant sur des travaux scientifiques sérieux, elle nous conte en fait la vie gâchée d'une scientifique en lutte contre les néonicotinoïdes qui empoisonnent nos sols et tuent en masse les insectes pollinisateurs. C'est un texte assez sombre sur le cynisme des politiques et notre indifférence assez radicale quant à des problèmes qui risquent d'être un jour sans retour possible et de produire un monde où la question de faire des enfants dans un univers dévasté se posera.
Une manière de comment ça va pas écologique pour cette jeune autrice de talent, doublée d'une actrice de talent, mise en valeur par une mise en scène aussi dépouillée que le monde devenu désertique qu'elle dépeint. Elle nous livre un monologue sensible avec beaucoup de délicatesse et un talent indiscutable pour peindre les différents personnages qu'elle met en scène, du député toulousain à la journaliste parisienne, du père indifférent à la lutte de sa fille, au scientifique désabusé des laboratoires. Une belle performance. Une belle performance, et pour conclure, qu'en pensez, David Schweger? Eh bien, même si ce n'est pas une pièce de tout repos pour le spectateur, et on voit bien qu'il y a bien des choses qui ne nous mettent pas en repos, si c'est une pièce inquiétante, dérangeante, je recommande à nos auditeurs d'aller encourager cette jeune comédienne au théâtre de l'Essaillon. Elle leur apprendra ultimement, grâce au texte de Peggy, Blixen ou Giono, que lit cette mère à son petit bout, comment notre sensibilité à la beauté du monde peut encore le sauver. Merci beaucoup. Et je rappelle que les 2 ultimes représentations de La beauté sauvera le monde 2 et avec Barbara Castin, mise en scène de Pierre Boucard, auront lieu ce lundi d'ailleurs, 18 et mardi 19 mars, c'est à 21h au théâtre de l'Essaillon, 6 rue Pierre Hollard dans le 4e. Merci David Schweger. Tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Charlène Wilbert. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. On est très en retard, mais c'est pas grave. Bonjour Charlène Wilbert. Bonjour Cyrielle, bonjour Delphine Orfiller. Dans cette chronique, nous allons revenir ensemble sur vos goûts culturels, chère Delphine. Et comme toujours, on démarre en musique avec Douce France, joliment interprétée par Dave en yiddish. Frankreich meine, Land von Kinderjahren feine. Nombreuses sont les chansons qui ont acquis le statut de standard. Et même si on oublie parfois leur auteur, elles sont régulièrement reprises, parfois remaniées et conservent une certaine actualité. Flashback, nous sommes en 2007 quand Dave, chanteur néerlandais idole des années 70, reprend Douce France de Charles Trenet. Cette version, on la doit à Yves Geland et son documentaire Comme un juif en France, dans la joie et la douleur, sorti la même année. Ce documentaire retrace l'histoire des Juifs en France depuis l'affaire Dreyfus jusqu'à nos jours, une histoire qui n'a cessé de se vivre avec passion. Juifs français ou français juifs, ces personnes racontent avec émotion mais aussi avec humour ces années de bonheur et de tourments. Une histoire sensible, rythmée et nourrie de documents rares, d'extraits de films et de chansons dans la joie ou la douleur qui démarre avec cette reprise de Dave. En reprenant le classique de Charles Trenet, Wouter Otto Levenbach, alias Dave, dévoile une autre facette de sa personnalité. Juif ashkénaze par son père dont la famille vient de Russie, de Pologne et d'Allemagne, son nom se traduit par « vivant près d'un ruisseau ». Sa grand-mère s'appelait Asher, du nom d'une grande famille de diamantaires, et quant à son nom de scène, Dave, c'est une référence au roi David. Mais la proximité avec cette chanson va encore plus loin. Dave a déjà travaillé avec l'auteur de l'adaptation en yiddish, Yitzhak Niborski. Et chose incroyable, la ressemblance avec le père de Dave est troublante. Cette chanson le renvoie à ses origines et le replonge alors dans ses souvenirs. Et puis forcément, on va poursuivre en musique avec une chanson de Noah, Kerenor. Enkerenor, pas un rayon de soleil. Allumer une petite bougie blanche dans cette tente sombre du nord au sud du Yémen. Ensuite, une étincelante lumière brillera. Flashback, Kerenor, issu du 2e album d'Akinoam Nini sorti en 93. Connue en Europe sous le nom de Noah, Akinoam Nini est une chanteuse israélo-américaine née à Tel Aviv en 1969. Après avoir grandi à New York, elle retourne à l'âge de 17 ans en Israël pour effectuer son service militaire. Elle étudie ensuite à la Ramon School of Jazz à Ramat, Racharon, où elle rencontre Gildor, guitariste et compositeur. Ensemble, ils sortent un premier album en hébreu en couleur pop jazz en 91 et 2 ans plus tard, ils composent leur 2e album sur des poèmes israéliens, Akinoam Nini Gildor, album qui révèle la chanteuse et signe son début de carrière. Celui-ci met en musique un texte de la poétesse Rachel Blostein. Une première version est enregistrée, puis une seconde en 98 et cette fois-ci avec l'Orchestre Philharmonique d'Israël. Noah ne brille pas seulement en Israël. Elle participe à l'émission Taratata, présentée par Nagui entre 1995 et 2001, et 1997 arrive avec Esmeralda. Luc
Plamondon et Richard Cocciante lui proposent le rôle dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Rôle qu'elle refuse par appréhension de la langue française, mais qu'elle accepte quand même en partie, puisqu'elle interprète 3 chansons sur l'album studio, dont Vivre, que l'on écoute à l'instant. Et on va terminer en lecture avec un livre que l'on devrait tous lire ou relire, selon vous, Delphine Orviller. Ô vous frères humains est un livre d'Albert Cohen paru en 72. L'auteur a 77 ans quand il écrit cet ouvrage. Au milieu de réflexions désabusées et souvent drôles sur le monde, Albert Cohen, qui se sent mourant, revient sur un épisode marquant de son enfance. Un enfant juif rencontre la haine le jour de ses 10 ans. J'ai été cet enfant. En 2 courtes phrases, Albert Cohen concentre l'essentiel dans un style uppercut. Marseille, 1905, Albert a 10 ans. Il arpente les rues marseillaises à la recherche d'un cadeau pour sa mère quand il rencontre l'antisémitisme. Un monologue destructeur d'un camelot qui l'insulte de sale youpin, une insulte qui dévaste son enfance et marque l'homme à vie. Cette haine antisémite atemporelle et sans limite, Albert Cohen l'a retranscrit dans ce livre intense, triste aussi, mais sans virer au pessimisme. Un beau livre, malheureusement encore trop actuel, n'est-ce pas ? 100 ans après les faits, le dessinateur Luce s'empare de ce récit autobiographique pour en donner une version illustrée. Alors forcément, Delphine Orviller, entre ces 3 œuvres, j'ai envie de vous demander les mots qui ressortent que nous entendons. Il y a yiddish, il y a Israël, il y a peut-être juif. Oui, je voudrais rendre hommage à Eric Slabiak qui a mis en musique Douce France en yiddish et qui fait beaucoup aussi pour le faire entendre cette musique yiddish et klezmer à travers son groupe Joseph aujourd'hui. Je vous remercie aussi d'avoir parlé d'Achinoam Nini, de Noah, que j'ai eu la chance de rencontrer à Paris il y a quelques jours. Elle était là pour un concert, justement. Elle chantait avec une chanteuse palestinienne, Mira Awad. Elle fait partie de ces femmes très inspirantes qui s'efforcent de rester des lumières dans le noir, au cœur de l'obscurité. Et voilà, donc c'est sans doute un point commun, c'est comment est-ce qu'on s'accroche au passé, mais on cherche quand même de la lumière dans l'avenir. Merci beaucoup Delphine Orviller et merci Charlène Villemer pour cette jolie chronique. Vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, notre coup de cœur du jour, notre experte Judith Cohen-Solal pour le portrait de notre invité. Mais tout de suite, c'est le journal de l'info. Restez avec nous sur Radio J. Une paire pour le sport ? Non, plutôt une solaire à ma vue. Oh, mais celle-là aussi, elle irait tellement bien avec ma nouvelle robe. Oh. Pas toujours simple de choisir ses lunettes. Chez Optical Center, vous avez aussi le choix de ne pas choisir. Grâce à l'offre unique, bénéficiez de moins 40% sur votre première paire, plus une paire offerte à votre vue, même de grandes marques. Retrouvez nos magasins sur opticalcenter.com. Offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2024. Dispositifs médicaux, conditions en magasin. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Beleïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. On ouvre ce journal sur un nouvel attentat commis en début d'après-midi au nord de Be'er-Sheva. 3 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Pascal Sunshine. Un terroriste est entré dans le café Aroma de la station-service. Il a poignardé un des clients avant d'être neutralisé par sa victime, qui a réussi à tirer sur le terroriste avant de perdre conscience. Le bilan est donc d'un blessé grièvement atteint, un homme d'une 50aine d'années touché à l'abdomen et à la nuque. Les secouristes essayent encore de stabiliser son état, son pronostic vital est donc engagé. Le terroriste est un habitant de Rahat, une localité bédouine du Negev située à quelques kilomètres plus au sud. Il s'agit d'un homme de 22 ans, originaire d'ailleurs de la bande de Gaza, mais qui résidait tout à fait légalement en Israël. Et il faut évidemment replacer cette attaque dans le contexte du Ramadan. Le Hamas avait de nouveau appelé ce matin les Palestiniens de Judée-Samarie, les Arabes de Jérusalem et les Arabes israéliens à se rendre demain sur le mont du Temple pour défendre la mosquée Al-Aqsa.
Demain, c'est le premier vendredi du mois de Ramadan et la prière la plus importante de la semaine. L'organisation terroriste a appelé les fidèles à se retrancher dans la mosquée et à la garder jour et nuit selon leurs termes. Gaza mène le combat pour Al-Aqsa depuis le 7 octobre. C'est votre tour de venir en masse pour la prière et le djihad, indique encore le communiqué du Hamas. On comprend donc dans quel contexte a eu lieu cet attentat tout à l'heure dans le Negev. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Sur le front nord, le président israélien a exprimé sa préoccupation à Kfar Bloum. Kfar Bloum, localité au sud de Kiryat Shmona qui a été visée par le Hezbollah ce matin. Aucune victime ni dégâts matériels n'ont été signalés. En réponse, Tsahal a mené des frappes contre le groupe terroriste dans le sud du Liban, notamment dans la ville de Kounin. En conclusion de sa visite, Yitzhak Herzog a souligné, je cite, la sensation d'abandon et d'oubli des populations du nord d'Israël. Du côté de la bande de Gaza, l'offensive à Rafah n'a toujours pas officiellement commencé, mais Washington serait prêt à accepter cette opération dans la ville la plus au sud du territoire, à condition qu'un assaut de grande ampleur soit évité. C'est ce qu'aurait déclaré à Israël de hauts responsables américains avec la volonté de dégager un compromis. Le premier ministre israélien Binyamin Netanyahou, en déplacement dans la localité d'Ofer, au nord de Jérusalem cet après-midi, a de son côté promis de résister aux pressions internationales contre une intervention à Rafah. Une manifestation pro-palestinienne a été interdite par la préfecture de police de Paris à Sciences Po. Cette manifestation devait soutenir les étudiants qui avaient organisé une mobilisation pro-palestinienne dans un amphithéâtre de l'école avant-hier. Le préfet de police a pris la décision d'interdire ce rassemblement dans un contexte de forte tension. Pour rappel, le prestigieux établissement parisien est plongé dans la tourmente depuis 2 jours après qu'une étudiante membre de l'Union des étudiants juifs de France se soit vue refuser l'entrée dans l'amphithéâtre à l'occasion d'une journée de mobilisation universitaire européenne pour la Palestine. Un agissement antisémite dénoncé jusque dans le gouvernement. Le président de la République fera campagne sur l'Ukraine aux 20h de TF1 et de France 2. À 3 mois des élections européennes, l'interview d'Emmanuel Macron marquera aussi son entrée dans la campagne des élections européennes après le premier meeting de son camp la semaine dernière à Lille. Il prendra d'ailleurs la parole dans la foulée du premier grand débat entre candidats qui se déroulera cet après-midi sur Public Sénat. Enfin, Cyril Hanouna, star du petit écran, a été auditionné au Parlement dans le cadre de la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences TNT. Le présentateur de Touche pas à mon poste est un habitué des dérapages en plateau et ses émissions ont valu ces dernières années à la chaîne C8 une pluie de sanctions de l'Arcom, le régulateur des médias. Cyril Hanouna a dénoncé un acharnement du CSA contre son émission. On l'écoute. Il y a un vrai acharnement sur mes émissions. On n'est pas dupe. On doit faire 3 fois plus attention que les autres. Un événement similaire, on va prendre une sanction, une autre chaîne ne va pas la prendre, ou un autre animateur ne va pas la prendre. Je pense qu'il y a vraiment une forme de lobby qui fait qu'aujourd'hui, des gens veulent, en tout cas, me faire sortir du paysage audiovisuel parce que je dis des choses que personne ne dit aussi à l'antenne. Devant cette même commission hier, son patron Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal, a lui pointé 2 libertés qui se heurtent au sujet de l'IVG notamment, dont celle des enfants à vivre. Et merci beaucoup Etani Belaïch, on vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant une courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Delphine Orviller et mon coup de cœur sur Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Un message d'Israël Tzedaka by Kalita. Depuis le 7 octobre, Israël est en guerre. Des milliers de morts et de blessés, des orphelins, des veuves. Israël Tzedaka by Kalita, depuis le 7 octobre, a pris en charge 3292 familles, dont plus de 6000 enfants, ainsi que de nombreuses familles francophones déplacées du sud et du nord du pays. Face à ces nouveaux défis, Israël Tzedaka by Kalita, la seule association qui œuvre spécifiquement pour des Israéliens francophones, devra continuer à répondre dans l'urgence et sur la durée grâce à plus de 800 bénévoles et avec votre aide.
Jeudi 14 mars, grande journée de collecte sur Radio J au bénéfice du fonds d'urgence pour des familles des Olim francophones en difficulté. Israël Tzedaka by Kalita 01 77 38 49 34 et Israël-tzedaka-by-kalita.org.il. Serfa en retour. Israël Tzedaka by Kalita, la solidarité en action. Partez à la rencontre de la Société des explorateurs français au Majestic Passy. Le jeudi 14 mars à 20h, le Ciné-Club des explorateurs vous emmène au cœur du Congo avec un puissant documentaire sur les bonobos en présence du réalisateur et explorateur Alain Tixier. Ne manquez pas cette fois l'aventure et réservez vos places sur dulaccinema.com ou en caisse du cinéma Majestic Passy dans le 16e arrondissement de Paris. Majestic Passy. Une paire pour le sport? Non, plutôt une solaire à ma vue. Oh, mais celle-là aussi, elle irait tellement bien avec ma nouvelle robe. Oh. Pas toujours simple de choisir ses lunettes. Chez Optical Center, vous avez aussi le choix de ne pas choisir. Grâce à l'offre unique, bénéficiez de moins 40% sur votre première paire, plus une paire offerte à votre vue, même de grande marque. Retrouvez nos magasins sur opticalcenter.com. Offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2024. Dispositifs médicaux, conditions en magasin. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup d'être avec nous depuis le début de cette émission avec notre invitée aujourd'hui, Delphine Horviller, pour son livre Comment ça va pas, sorti aux éditions Grasset. À présent, dans cette émission, Delphine Horviller, une petite séquence particulière que j'aime beaucoup qui s'intitule l'introspection. Je la démarrerai avec une citation d'Oscar Wilde qui a dit: parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. Essayons, si vous me permettez, de faire ça avec 10 questions maintenant. La première est celle-ci. Delphine Horviller, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le tout début, vous changeriez quoi ? Je ne sais pas si je changerais quelque chose. Peut-être j'aurais des conversations avec certaines personnes de ma famille avec qui j'ai pas eu le temps vraiment de parler. Mais je changerais pas les choix drastiques de ma vie, les changements de ville, de vie, de pays, de chemin. Un conseil que vous pourriez donner à un enfant, peut-être au vôtre, pour réussir sa vie? Je dis souvent à mes enfants que pour moi, la plus grande marque d'intelligence, c'est la capacité de se mettre à la place des autres. Et que j'ai pas besoin qu'ils deviennent des prix Nobel, mais que je trouverais dommage qu'ils se posent pas la question de ce que l'autre en face d'eux ressent. Y a-t-il eu un plus bel âge dans votre vie et pourquoi ? J'aime assez chaque étape de ce que j'ai vécu, c'est vrai, mais je me rends compte que le moment sans doute où j'ai décidé d'intégrer l'école rabbinique, j'avais 28 ans, j'ai eu le sentiment que quelque chose s'alignait, comme si les morceaux d'un puzzle trouvaient comment s'emboîter. J'avais changé d'idée, de carrière, de projet, et tout à coup, la possibilité d'entrer sur le chemin du rabbinat, comme disent les Américains, made sense, faisait sens et permettait à des morceaux disparates de ma vie d'entrer en cohérence. Y a-t-il eu une chose, une erreur, une étape de prime abord compliquée, mais que vous avez résolue? Oui, je me suis longtemps demandé pourquoi j'avais quitté Israël, où j'ai vécu pendant pas mal d'années. En fait, je suis repartie après l'assassinat de Rabin en me disant que je partais temporairement et j'y suis jamais retournée m'installer. Et il m'a fallu des années pour comprendre que j'avais d'une certaine manière une autre partition à jouer, y compris par amour d'Israël, mais que cette partition impliquait que je n'y sois pas. Qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui, Delphine Horviller, mais que vous ne faites pas? Plein de choses, mais par exemple, c'est intéressant parce qu'on entend là, c'est du piano, je crois, derrière. Alors moi, j'adorerais savoir lire des partitions, justement, jouer du piano, m'exprimer par d'autres supports. Je me rends compte aujourd'hui que j'écris, j'enseigne, mais de plus en plus souvent, je me dis que j'aimerais bien m'exprimer sur d'autres supports, avec des images, des chansons.
Ça va être formidable parce que nous avons un coup de cœur juste à votre droite dans un instant qui est pianiste et ce sera l'occasion de pouvoir échanger ensemble. Une chose réalisée cette année et dont vous allez vous souvenir toute votre vie. Je pense, je sais pas si c'est réalisé, c'est des conversations que j'ai eues, j'en raconte une avec mon fils dans le livre, qui a été très marquante pour moi. C'est le jour où je lui ai demandé, après le 7 octobre, d'enlever son Magen David. Parce qu'il m'avait envoyé un petit film où il jouait au foot et je voyais virevolter cette étoile de David autour de son cou et j'ai été rattrapée par une angoisse de mère juive. Et mon fils m'a pris dans les bras et m'a dit pas question. Et ce moment de cette conversation où je me suis faite rembarrer par la génération suivante m'a rendue à la fois inquiète mais puissamment fière. Si je vous parle d'amour alors, Delphine Orviller, comment cela résonne ? Je crois qu'on ne peut pas vivre sans amour, sans cet élan, mais qui s'exprime de bien des manières. Moi, j'ai l'impression qu'il résonne de bien des manières dans ma vie, dans l'amour de mes proches, dans ce qui me permet de faire. J'ai la chance de me sentir aimée, d'avoir le sentiment d'avoir été beaucoup aimée, et je pense que quand on se sait aimer, c'est comme si tout était possible. J'ai, dans ma fonction rabbinique, la lourde tâche d'accompagner souvent des gens en fin de vie. Et souvent, je me rends compte très facilement dans les gens que j'accompagne de ceux qui ont été puissamment aimés. C'est comme s'ils avaient tout au long de leur vie repoussé les frontières du possible et grâce à l'amour qu'ils ont reçu, pu rendre leur vie encore plus grande. Et vous parlez notamment avec Rose dans votre livre. Elle était aimée ? Elle était très aimée, Rose. Elle avait sans doute connu le mésamour ou le désamour, mais elle avait quand même fait le choix de la vie et de l'amour jusqu'au bout, et surtout du souci des autres. Si vous pouviez changer une chose, Delphine Orviller, soit sur votre corps, soit sur votre personnalité, que choisissez-vous ? Franchement, je sais pas. Je peux vous dire ce que je changerais pas. Ça marche aussi. Ça peut marcher. Je me rends compte que j'ai souvent lutté contre mes cheveux bouclés, sauvages, que je pouvais pas contrôler. Et je me rends compte aujourd'hui à quel point ils me racontent et à quel point ils disent au fond qui je suis, ou peut-être même ce que j'aspire à être, c'est-à-dire à ce que chaque matin il y ait de l'imprévu dans ma vie, quelque chose que je pourrais pas complètement contrôler ou maîtriser. Et finalement, je regrette pas de vivre avec les boucles. 2 dernières questions. Si vous étiez présidente, quelle serait votre première mesure ? Je sais pas, je crois que le grand défi aujourd'hui, ça paraît une banalité de le dire, mais c'est le rapport à la jeunesse. Et je crois qu'il n'y a pas plus important aujourd'hui que se poser la question de l'enseignement et de la transmission dans un temps où il y a tellement de conflits intergénérationnels entre nous. Quand je vois toutes ces images qui nous arrivent de jeunes qui, par colère, une colère que je peux comprendre d'ailleurs, balancent de la soupe ou donnent des coups de cutter dans un tableau du passé, je me dis que tout ça raconte l'incapacité à dialoguer entre les temps de notre histoire, à se sentir héritier, certes héritier critique, mais quand même héritier de notre histoire. Et je pense toujours à la sagesse du judaïsme en matière de transmission intergénérationnelle. Le fait que quand on s'assoit autour de la table du Seder, ce qu'on fera dans maintenant un peu plus d'1 mois, pour pouvoir raconter la sortie d'Égypte, on attend que les enfants nous posent des questions. C'est-à-dire qu'on suscite la question de la génération nouvelle pour que même en interrogeant le passé, parfois en le critiquant, elle puisse s'en sentir pleinement l'enfant. Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous, Delphine Orviller ? Peut-être, même si j'exagère un peu avec ça, une forme de jeu de mots ou de rapport au langage particulier. Je me rends compte que plus que tout, je crois à la force des mots, que d'une certaine manière, c'est presque ça ma religion. La capacité à jouer avec les mots, à les réinventer, à les comprendre autrement. C'est ce que je fais dans mon métier de rabbin, dans l'exégèse, mais c'est ce que je fais aussi dans mon amour. Souvent des blagues juives. Je trouve que les mots nous sauvent, et peut-être que j'aimerais qu'on parle de moi peut-être comme une conteuse ou une blagueuse, ou encore mieux, peut-être un jour une poétesse. Ça, ce serait le top du top. Merci Delphine Orviller. Tout de suite, on découvre ensemble le coup de cœur sur Radio J.
Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Nous sommes en train de découvrir Séfarade al piano sur l'antenne de Radio J avec vous, Tony Costa. Bonjour Tony. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité en direct aujourd'hui. Alors, je tiens à préciser que vous êtes pianiste et de Barcelone. Oui. Ok, donc vous êtes espagnol. C'est d'origine espagnole. D'origine espagnole, vous habitez à Genève et vous développez depuis un certain temps des projets par rapport à la mémoire, au dialogue interculturel et au patrimoine. Vous avez collaboré avec des endroits assez prestigieux. Parlez-nous de ce projet. Oui, merci. Oui, vraiment, ça me tient à cœur utiliser la musique comme outil pour raconter d'histoires humaines. Et c'est pour ça que je me sens, oui, je suis dévoué à un projet comme Séfarade au piano qui ça me permet de raconter la trace des chansons séfarades par la diaspora juive espagnole en fait. Par la poésie, puisqu'on a beaucoup parlé de ce mot aussi populaire juive espagnol, tout en mélangeant l'harmonie jazz, la musique ancienne et les rythmes populaires tels que le flamenco. On va découvrir un autre titre qui s'appelle Al-Andalus pendant que nous sommes en train de discuter. Et vous avez collaboré avec beaucoup d'endroits que vous pouvez peut-être énumérer sur l'antenne de Radio J. Il y a le CNRS. Oui. Inalco. Oui. Et la Villa Kerylos. C'est oui. Ça, voilà, vous étiez en concert à Nice il n'y a pas si longtemps et vous donnez beaucoup de concerts un peu partout. Oui, mais surtout en Suisse, en France et en Espagne. Mais oui, c'était un bel projet à la Villa Kerylos. C'était un concert site spécifique pour la villa. Et oui, c'était une villa qui s'était bâtie par Theodor Reinach. Un helléniste français vraiment réputé et on a essayé de faire un hommage à travers de la musique à ces bâtiments. Vous avez donné des concerts à Barcelone, notamment pour le mémorial de la Shoah, femmes et l'Holocauste et bien d'autres événements. J'ai Delphine Orvillard en face de moi. Si des questions vous viennent, évidemment, c'est avec grand plaisir. J'ai forcément envie de vous demander, Tony Costa, pourquoi cette appétence, pourquoi cette envie de faire découvrir cet univers qui est séfarade? Est-ce que vous-même, il y a des origines chez vous? Alors, certes, des origines espagnoles, mais peut-être juives. Je ne sais pas pourquoi cet intérêt de faire découvrir cet univers-là, en tout cas. Oui, d'abord, c'est un intérêt culturel. Alors, je me sens très rapproché de la culture juive. Et bien sûr, je crois que c'est un matrimoine, un patrimoine, oui. Le deux peut-être, oui. Qui devient espagnol et qui a élargi le patrimoine espagnol pour toute la Méditerranée, pour tout le monde.
Et oui, aussi, j'ai un nom de famille converso, c'est ça aussi, je viens d'une famille catholique, mais ça aussi, ça me rend un lien avec cette type de musique. Écoutez, j'ai envie de vous demander comment vous avez démarré au piano et si vous avez fait des études, parce que je sais que vous serez en concert le 17 mars prochain à 17h à Gaillard. Quelques jours après vous, ce sera André Manoukian qui doit venir nous voir très prochainement. Comment ça s'est passé et comment vous êtes fait connaître surtout, parce qu'aujourd'hui, vous êtes une référence. Bon, pas du tout, mais un petit peu. Quand le CNRS travaille avec vous et qu'il y a des jolies collaborations comme ça, c'est que quand même, votre art sort un peu du lot. C'est vrai que je suis très engagé avec ces projets, mais c'est vrai, je continue à être un musicien indépendant. Alors, je m'investis beaucoup avec la communication pour arriver à des publics, mais aussi des institutions qui pourraient éventuellement valoriser un projet comme ça. Et bon, c'est un peu indépendant encore. Alors, et ça me fait plaisir que ça continue comme ça. Ça me permet de contrôler les procès, en tout cas. Et je peux m'investir, m'engager avec des institutions avec qui je suis très intéressé d'être lié. Il y a un album des musiques que nous sommes en train d'écouter sur l'antenne que l'on peut retrouver où ? Oui, l'album que vous pouvez écouter, on peut le retrouver sur le site de l'Institut européen des musiques juives. Et maintenant, c'est la boutique online, la seule qui fait la distribution de ce disque-là. Merci beaucoup, Tony Costa. On va vous retrouver sur Instagram, Tony Costa, pianiste sans le E à la fin, pour découvrir votre univers. Merci beaucoup d'avoir été notre invité coup de cœur aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Merci pour l'invitation. Merci. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, Delphine Arviller, on ne coupe pas à la règle avec ce petit débrief de ce que nous nous sommes dit dans la voix de Judith Cohen-Solal qui me regarde et fait non, mais non. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle. Bonjour Delphine. Bonjour. Mais c'est un plaisir de se retrouver là. Et oui, en effet, ce n'est pas un exercice facile, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites sur Delphine, et puis on va avoir l'air de peut-être répéter ou bien de rien dire de très original. Mais pourtant, pendant cette émission, il s'est passé plein de choses. Et puis, on a toujours une manière différente d'écouter quelque chose. Ce n'est pas le rabbin, la rabbine qui va me contredire. On peut écouter le même récit et tout d'un coup entendre quelque chose qu'on n'avait pas entendu jusque-là. Et je dirais que c'est un petit peu à ça que j'ai pensé. Je me suis dit, mais en fait, voilà, j'ai compris, c'est ça. Alors ça nous intéresse, Judith. D'abord, on peut dire à nos auditeurs, parce que c'est en lien, et c'est drôle avec ce que Delphine a dit, que Delphine joue souvent avec ses boucles. Alors, comme c'est l'imprévu et c'est le côté inattendu, donc il y a toujours de l'inattendu. Avec Delphine, on s'attend toujours à ce que ça se passe bien, mais en même temps, il y a toujours quelque chose d'inattendu. Elle va dire quelque chose auquel on ne s'attendait pas. En tout cas, elle va dire... Voilà, alors vous avez dit d'ailleurs que les mots c'était très important et je me suis dit mais qu'est-ce qui fait que la parole de Delphine Arviller parle à tant de gens ? Pourquoi ça marche pour les juifs et les non-juifs, ça marche pour les femmes, les hommes, les traditionalistes, les libéraux, les femmes, les mères, les célibataires, les féministes, les traditionalistes, je ne sais pas, les conservateurs, ça marche. Donc on peut se poser la question. Et moi, ça m'a fait penser tout de suite au livre de Delphine Arviller qui m'a le plus parlé, que je trouve être le meilleur, j'avoue, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons, c'est Vivre avec nos morts. Et je trouve qu'il y avait quelque chose de tellement fort, de tellement authentique et à la fois de tellement universel. Et j'ai entendu justement, c'est pour ça que je disais que j'en entendais des choses différentes, j'ai entendu tout ce petit début très court qui parlait de vos débuts dans la vie et de cette histoire où il y avait des morts vivants et il y avait tous ces gens de la famille qui n'étaient plus là mais dont on parlait et je me suis dit mais c'est ça déjà, si on peut parler avec des morts vivants, je comprends qu'on puisse avoir différentes voix en soi et je me suis dit oui, il y a beaucoup de gens qui parlent en vous, donc déjà tous ces gens qui parlent et que vous savez faire parler parce que vous êtes un très très bon
Bonne oratrice. En hébreu, c'est marrant. Bonne oratrice. Non, et c'est le transmetteur de voix, un bon ténor, passeur. Comme ça, voilà, le bon passeur. Et que comme vous êtes plusieurs à parler, finalement, ça parle à beaucoup de gens. Et c'est quand même important, je suppose, quand on est une petite fille et qu'il faut être là avec tous ces gens. D'un côté, d'ailleurs, et c'est très important, je pense, cette diversité. D'un côté, ceux qui ont sauvé, donc des justes, des pas juifs, mais qui étaient là et qui ont sauvé la famille. Donc ça donne tout de suite cette propension à dire qu'on peut pas vivre sans les autres. Évidemment, puisque je comprends qu'ils n'ont survécu que grâce au fait qu'il y avait d'autres qui n'étaient pas juifs, qui partageaient pas le même destin, qui ont bien voulu être là, être présents et dont les valeurs ont transcendé tout ce qui pouvait les menacer. Et ils ont fait quelque chose d'aussi fort. Donc, j'entends que plus que quelqu'un d'autre, vous savez dire, on pourra pas vivre si on est qu'entre nous, que si on est que dans l'entre-soi et si on se referme. Et ça, bien sûr que d'autres gens le disent, mais je pense que l'expérience personnelle, ou en tout cas le fait que c'est vécu de l'intérieur, ça joue beaucoup. Et puis bien de l'autre côté, toute cette famille qui a été perdue, et c'est tragique. Donc il y a du tragique, il y a de l'espoir, vous l'avez dit au début, mais ça permet quand même que vous puissiez témoigner, trouver les mots, faire le lien, apaiser. Je trouve que c'est ça qui vous définit, parce que d'un certain... Là, quand elle vous a dit, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé faire, que vous voudriez changer? Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est bien, parce qu'on a quand même l'impression que dès qu'elle a envie de faire quelque chose, elle le fait. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va changer. Ça marche. Il y a il y a beaucoup de cordes à votre arc, comme on dit. Mais je pense qu'il y a aussi ce souci d'être à différentes places, au fond, puisque ces gens qui parlent en vous, il faut bien les faire vivre un peu partout. Et c'est pour ça aussi, sans doute, qu'un rabbin peut parler en vous, mais c'est une rabbine, mais au fond, c'est quand même un combat. Le fait d'avoir un métier qui est censé être masculin, qui pour une partie de la communauté juive n'est pas accepté. Donc c'est un combat, et à la fois ça se fait de manière naturelle. Donc je pense que c'est ça en fait, cette idée qu'il y a aussi les rabbins qui parlent en vous, il y a des hommes, des femmes. Voilà, ça se ressent beaucoup, et je pense qu'il a fallu beaucoup écouter pour vivre avec eux, pour survivre avec eux. Et aussi pour leur survivre, parce que quand même on peut être entraîné dans le précipice du traumatisme. Il y a des générations qui ont suivi les rescapés de la Shoah, qui se sont noyés eux-mêmes. Donc bien sûr l'autre côté vous a sauvé, comme vous le dites, mais je pense que la parole est tellement important. Et puis l'humour, c'est pas moi qui dis le contraire, l'humour juif. Cette manière de faire un pas de côté et d'être dans l'autodérision. Parce qu'il y a du sérieux, mais il y a aussi de l'autodérision. Donc il faut être là, il faut être dans la place, il faut pouvoir avoir une parole juive qui n'est pas entendue que par les juifs. Alors voilà, les mots nous sauvent, vous l'avez dit, et je me suis dit que parfois je cherche des personnages bibliques qui pourraient ressembler à l'invité, juif ou non juif d'ailleurs, je suis là. Alors je me suis dit, c'est un petit peu toutes les femmes à la fois, Myriam, Esther, Sarah, Rachel, mais quand même c'est aussi Moïse qui entraîne son peuple, et Aaron qui parle. Voilà. Merci à bientôt pour les prochaines aventures. Judith Cohen-Solal, notre psychanalyste que l'on retrouve évidemment tous les jeudis sur Radio J. C'est la fin de cette émission avec vous, Delphine Orviller. Merci beaucoup d'être venue nous voir pour votre livre Comment ça va pas aux éditions Grasset. Je crois qu'aujourd'hui, on vous retrouve à la librairie Lamartine. Absolument, pour une rencontre. Voilà, et séance de dédicace. Le mot est passé. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui sur Radio J. Merci à Tony Costa, notre coup de cœur. Rendez-vous lundi. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous lundi dès 15h évidemment. Shabbat Shalom et à vite sur Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli.